Vous êtes-vous déjà senti observé? C'est un sentiment désagréable, surtout lorsqu'il survient dans un endroit où l'intimité est de mise. Probablement qu'il n'est pas justifié, nous sommes régulièrement influencés par les histoires que l'on lit, les films que l'on regarde ou les histoires que l'on nous raconte. Et notre esprit nous conditionne à nous faire peur nous-mêmes, en nous laissant penser que quelqu'un nous observe. Seulement dans l'affaire que je vais vous raconter, rien n'est issu du fruit de l'imagination, rien n'est inventé non plus. Et cela fait froid dans le dos. Non loin de la Belgique, et tout proche de la métropole de Lille, se trouve la petite commune de Rovarandin. Coincée entre de nombreuses villes ayant vu le jour après l'explosion des exploitations minières du nord de la France et de larges étendues de forêt aujourd'hui protégées au sein du parc naturel Scarpesco, la vie est paisible dans ce coin du pays. C'est une bourgade très française. Malgré les 6000 habitants, presque tout le monde se connaît, tout le monde se côtoie et l'atmosphère est agréable. C'est certainement d'ailleurs ce qui a poussé cette jeune femme de 36 ans, Odile Touche, et sa fille Léana, âgée de 6 ans, à s'installer ici. Odile est mère célibataire, elle vit seule avec sa fille, mais cela n'est absolument pas un frein au bonheur qu'elles ressentent lorsqu'elles sont réunies toutes les deux. Cela fait 2 ans désormais que la jeune femme s'est séparée de son ex-époux. La transition n'a pas été simple, Odile ayant dû enchaîner les missions d'intérim afin de subvenir aux besoins de sa fille et d'elle-même. Tout s'est enfin stabilisé lorsque la jeune mère a finalement décroché un emploi pérenne en tant qu'agent de sécurité au sein d'un centre commercial. Un poste qu'elle occupe depuis plusieurs mois à présent et qui fait partie du renouveau de sa vie. Bien que la sécurité de l'emploi soit assurée dorénavant, les horaires qui sont imposés à Odile ne sont pas arrangeants quand on a un enfant sous sa garde, puisqu'elle effectue des services très matinaux de 5h du matin jusqu'à 13h. Cependant, elle peut compter sur l'investissement de ses parents qui se libèrent pour s'occuper de Léana, le temps qu'Odile rentre du travail pour reprendre le flambeau. Alors évidemment, elle ne réveille pas Léana avant 5h pour la déposer chez ses parents. Le rythme de l'enfant pourrait être totalement bouleversé. Alors elle l'emmène le soir, ou elle prend le dîner avant de se coucher. C'est cette boucle qui se répète sans cesse lors des semaines de travail d'Odile. Pierre et Marie-Thérèse, les parents de cette dernière, sont heureux de voir grandir Léana à leur côté et prendre soin d'elle. Il n'y a pas d'ombre au tableau, tout le monde est heureux, c'est une vie qui est partie pour durer ainsi des années entières. Le vendredi 25 mai 2007, il est midi. Pierre et Marie-Thérèse se préparent à recevoir le coup de téléphone quotidien de leur fille qui prend de leurs nouvelles tout en annonçant qu'elle est bientôt en route pour récupérer sa fille. Sauf que ce jour, il n'y a aucun appel de sa part, tandis qu'il est déjà 13h30 et qu'elle devrait être arrivée. Naturellement, c'est l'inquiétude qui gagne les parents d'Odile. Elle a toujours été très ponctuelle, n'a jamais manqué un appel en plusieurs mois, et n'aurait pas laissé sa fille ainsi sans prévenir qui que ce soit. Le premier réflexe des parents est de contacter le travail de leur fille. Après tout, il a pu s'y produire un incident ayant empêché Odile de leur téléphoner, un accident ou ce genre de choses. Et quand ils parviennent enfin à avoir un responsable au bout de la ligne, il est indiqué aux parents qu'Odile ne s'est jamais présentée à son poste ce matin-là. L'angoisse ne diminue pas, mais l'hypothèse de l'accident sur le lieu de travail s'évapore, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Peut-être est-elle repassée chez elle alors et se serait assoupie. Malgré un rythme de vie très encadré, ce ne serait pas une surprise, tant il est épuisant également, et elle aurait pu sombrer dans un sommeil prolongé. Puisque Pierre et Marie-Thérèse habitent à proximité de la maison de leur fille, ils se rendent directement sur place pour comprendre la situation. Il y a déjà de nombreuses questions qui se posent autour de cette absence surprenante, mais il y en a encore plus quand les parents remarquent que la voiture d'Odile n'est pas garée devant chez elle. Or, s'il n'y a pas sa voiture, il y a peu de chances que leur fille se trouve à l'intérieur du domicile. Mais par acquis de conscience, Pierre décide d'entrer tout de même. Évidemment, les portes sont verrouillées, bloquant ainsi l'accès. Alors, le père observe la propriété pour s'assurer qu'il n'y a aucun autre moyen d'entrer ou se faire voir si Odile est à l'intérieur. Mais tout est fermé. Manifestement, leur fille ne semble pas être à la maison. Ils savent cependant que sa voisine, étant une personne de confiance, détient un double des clés. C'est Marie-Thérèse qui se rend chez elle pour les lui réclamer après avoir brièvement expliqué la situation. Pierre récupère les clés avant d'ouvrir la porte d'entrée. Immédiatement, il y a une chose étonnante. La maison est sombre, comme si leur fille était partie pour un bon moment.
Seul le père s'aventure dans le logement. Hormis la plupart des volets fermés, il n'y a pas d'autre surprise. La maison est en ordre, tout est rangé, il ne manque rien. Il n'y a aucune chance pour que Deal soit ici. Mais il décide tout de même de faire le tour de la maison maintenant qu'il s'y trouve. Il y a peut-être un mot ou une indication sur l'endroit où elle pourrait se trouver. Il parcourt les différentes pièces du domicile à la recherche de son sac à main, son téléphone portable ou tout autre objet intéressant pour les recherches. Il ne trouve rien. La dernière pièce à visiter est la chambre de sa fille et, sans grand espoir, il s'y rend. Il l'atteint enfin et, contre toute attente, il aperçoit Odile couchée sur le côté, sous sa couverture et immobile. C'est le soulagement, c'est bien ce que tout le monde pensait. Elle est malade et n'a pas bougé de sa chambre. Elle paraît bien mal en point, alors Pierre s'approche doucement pour la réveiller sans la brusquer. Tandis qu'il tente de la sortir de son sommeil en la secouant légèrement, elle ne réagit pas et semble profondément endormie. Alors le père l'appelle par son prénom à plusieurs reprises, mais il n'y a toujours aucun mouvement de sa part. Pierre suppose que sa fille a fait un malaise dans son lit, la faisant perdre connaissance. Par conséquent, il faut l'intervention d'un médecin le plus rapidement possible. Le père sort de la maison afin de prévenir Marie-Thérèse, et ensemble, ils contactent les pompiers pour leur signaler l'état urgent de leur fille. Ils ne peuvent plus faire grand-chose d'autre que d'attendre l'arrivée des secours qui prendront en charge Odile. En quelques instants seulement, les pompiers débarquent sur les lieux. Ils demandent à Pierre de les conduire auprès de sa fille, qu'ils essaient à leur tour de faire revenir à elle. Cependant, ils coupent leurs efforts. Les secouristes comprennent que Odile n'est pas victime d'un malaise. Elle a succombé en réalité, et depuis plusieurs heures, il semblerait. La nouvelle est affreuse. Elle déchire le cœur des parents de la jeune femme qui pourtant semblait en bonne santé et dans une excellente période de sa vie. Les pompiers s'attardent sur le corps d'Odile, parce que Pierre avait simplement tenté de réveiller sa fille sans ôter la couverture qui la recouvrait. En bougeant le linge de lit, il est découvert un nombre impressionnant d'hématomes sur la peau de la jeune femme. Elle est toute ébouriffée aussi, placée dans une position anormale, presque désarticulée. À l'évidence, sans connaître le motif du décès, Odile a été violemment battue dans les heures qui ont précédé. Les secouristes en sont persuadés, et ils sont démunis face à la situation. Ils doivent gérer la tristesse des parents qui n'auraient jamais pensé que leur fille mourrait dans d'aussi atroces circonstances, et doivent également prévenir la police parce qu'il se pourrait qu'un lieu de crime vienne d'être découvert. Ce sont donc les forces de l'ordre qui prennent le relais. Une fois sur place, les enquêteurs sont informés des circonstances dans lesquelles Odile a été retrouvée décédée. Et il leur est aussi indiqué que sa voiture est manquante, ce qui immédiatement leur met la puce à l'oreille, parce que cela n'apparaît pas logique. Un médecin légiste fait également le déplacement pour analyser le corps de la victime et, peut-être, donner immédiatement des indices, voire une piste aux policiers. Il confirme ce que tout le monde avait supposé. Odile a bien été battue violemment. En revanche, il précise, certaines ecchymoses, mais aussi des griffures, démontrent que la jeune femme s'est défendue face à son agresseur et potentiel meurtrier. Les avant-bras, les mains, ainsi que les ongles d'Odile sont meurtris, ce qui prouve qu'il y a eu un combat et que la victime ne s'est pas laissée faire. C'est un élément intéressant pour la suite de l'investigation et la recherche du coupable. Concernant la cause du décès, sans être catégorique dans ses dires avant l'autopsie, le médecin légiste avance l'hypothèse selon laquelle Odile serait morte d'asphyxie par strangulation. S'il s'avance ainsi, c'est parce qu'il a remarqué des lésions au niveau du cou de la jeune femme, et il y en a de deux sortes. La première laisse penser que le meurtrier aurait utilisé ses propres mains pour étrangler sa victime. La seconde marque, quant à elle, montre l'utilisation d'un objet pour comprimer la trachée d'Odile. Un câble ou un lacet pourrait avoir été choisi par le tueur pour asphyxier sa victime. Pourquoi deux marques de strangulation ? Cela paraît surprenant. Les policiers, malgré des années d'expérience accumulées, n'ont jamais fait face à une telle chose. C'est à nouveau le médecin légiste qui apporte une hypothèse. D'après lui, s'il y a une double ecchymose autour de la gorge de la jeune femme, c'est certainement parce que le tueur a voulu s'assurer de son décès et ne lui a laissé aucune chance en pratiquant un double étranglement. Cette strangulation, ces bleus qui recouvrent son corps, sont loin d'être les seules découvertes, puisque des ecchymoses apparaissent également au niveau de l'entrejambe d'Odile. C'est ce que les policiers craignent. La jeune maman s'est battue comme elle a pu sans pouvoir empêcher son agresseur de lui ôter la vie et de la violer. Ce crime crapuleux est d'une violence inouïe,
Les marques qui parsèment la peau de la victime sont choquantes et démontrent la brutalité d'une attaque féroce qui pose énormément de questions sur son auteur. À première vue, les événements se seraient déroulés dans cet ordre. L'agression dans un premier temps, qui d'ailleurs laisse un point d'interrogation sur le lieu où elle s'est déroulée, dans la mesure où la voiture d'Odile est absente et où la maison est en bon état. Après l'affrontement avec son agresseur, Odile a été étranglée. La question qui demeure est de savoir si la relation sexuelle non consentie a eu lieu avant ou après sa mort. C'est cette chronologie des faits qui est désormais la base de travail des enquêteurs pour tenter de mettre la main sur le tueur. Naturellement, ce sur quoi se penchent les policiers dans un premier temps, c'est le profil de la personne qui aurait pu commettre une telle atrocité. Nous sommes dans une petite bourgade du nord de la France. Des meurtres sont rarement commis et encore moins à ce degré de barbarie. Alors, était-ce un homme de passage? Une connaissance? Mais si c'était le cas, qui pourrait en vouloir ainsi à Odile? Difficile à dire pour le moment. L'enquête n'a démarré que depuis quelques heures. Mais une chose est certaine, il faudra maintenir une cadence d'investigation élevée pour ne pas laisser s'échapper l'auteur de ce massacre qui pourrait manifestement recommencer, en espérant que cela ne soit que sa première fois. La nouvelle de la mort d'Odile est tragique pour les parents de celle-ci, mais également pour sa fille Léana, encore très jeune, à qui il faut annoncer qu'elle ne reverra plus sa maman. Un moment toujours délicat. La police prend les choses en main. Les équipes scientifiques sont déployées dans la maison où le crime a été commis pour inspecter le moindre élément et peut-être obtenir les premiers indices. Ce qui est recherché en priorité, comme souvent dans les affaires d'homicide, ce sont des empreintes digitales, des traces ADN ou des fibres même microscopiques qui pourraient trahir le meurtrier. Les objets de la maison également sont contrôlés. Y a-t-il quelque chose de manquant? Le tueur en a-t-il utilisé certains? Rien n'est laissé au hasard, et la plupart du temps, les policiers, grâce à leur travail minutieux, finissent par découvrir un indice. Mais pas cette fois, parce que le tueur a, semble-t-il, lui aussi fait très attention à ses gestes lors de son intrusion dans le domicile d'Odile. Absolument rien n'est retrouvé. Ni empreinte génétique, ni empreinte digitale, ni arme du crime. Rien. C'est assez surprenant pour le souligner. Il manque tout de même des objets. Le sac à main, ainsi que le téléphone portable d'Odile, et bien sûr sa voiture qui n'a toujours pas été localisée. Ceci conduit les enquêteurs à émettre l'hypothèse d'un cambriolage qui aurait dégénéré en meurtre. L'absence du sac à main, du téléphone portable et de la voiture étant caractéristique des vols dans une maison. Odile aurait pu se trouver au mauvais endroit au mauvais moment en faisant face à un individu violent qui s'en serait alors pris à elle. Malheureusement, c'est une piste très intéressante parce que ce ne sont pas des crimes si anodins. Il arrive fréquemment que lors d'intrusions, les résidents soient agressés. C'est une bonne hypothèse qui oriente l'enquête vers le moyen par lequel l'individu serait parvenu à s'introduire dans le domicile de la jeune maman. Presque immédiatement, la police fait face à un problème de taille. Il n'y a pas de traces d'effraction, en tout cas, rien de flagrant. La maison également, comme l'avait aussi constaté Pierre, est bien rangée. Il n'y a aucun désordre et ces deux aspects vont à l'encontre de l'hypothèse du cambriolage, bien que cela ne l'exclue pas totalement. Le cambrioleur aurait pu entrer par un autre stratagème, notamment en se faisant inviter à pénétrer dans le domicile. Mais si cela avait été le cas, comment l'affrontement n'aurait-il pas pu donner lieu à des traces de lutte ou de sang ? Les policiers sont mitigés sur le déroulé des faits et finalement ils n'ont pas grand-chose à se mettre sous la dent. C'est alors que vient sur le tapis une seconde hypothèse. Il ne s'agirait pas d'un cambriolage, mais d'un crime commis par une personne qui serait une connaissance d'Odile. Cela expliquerait comment l'individu serait entré dans la maison sans briser une fenêtre ou une porte pour cela. De prime abord, il est complexe d'orienter les soupçons vers qui que ce soit. Mais le meurtrier est parti avec le téléphone de la jeune femme, et c'est peut-être l'erreur qui va conduire les forces de l'ordre dans son sillage. Grâce au concours de l'opérateur téléphonique, chez qui Odile avait souscrit un abonnement, les enquêteurs tentent de localiser, grâce aux antennes relais, la position de l'appareil. Ceci fonctionne, bien entendu, à condition que le téléphone soit toujours allumé et continue d'envoyer des signaux. L'opérateur travaille sur ces données, ce qui libère du temps pour tenter de retrouver le véhicule de la jeune maman qui potentiellement pourrait aussi délivrer des indices, notamment si le meurtrier s'est installé au volant de cette voiture.
Comme la Belgique est le pays frontalier, un avis de recherche au niveau national en France et en Belgique est lancé afin de mettre la main sur le véhicule de marque Renault et de modèle Clio appartenant à Odile. Les filets sont déployés. Il faut attendre à présent que les pistes remontent. Mais en parallèle, puisque l'une des hypothèses des enquêteurs est que le tueur pourrait connaître la jeune femme, ces derniers approfondissent le passé d'Odile afin de trouver une personne qui aurait pu avoir une raison de s'en prendre à elle. Ils s'intéressent d'abord aux habitudes de la jeune femme, à ce qu'elle a vécu auparavant, en se renseignant sur des événements qui auraient pu engendrer une brouille avec une autre personne. Et bien sûr, ils analysent l'entourage de cette dernière afin de pointer vers un suspect éventuel. Ce n'est pas chose facile, dans la mesure où Odile est une personne agréable, avenante et très ouverte, signifiant ainsi qu'elle a beaucoup de contacts, de connaissances, de personnes qui l'apprécient ou au moins qui ont déjà interagi avec elle. Par conséquent, la liste est longue. À force d'interroger les gens qu'elle fréquente, de plus en plus de noms émergent. Odile avait beau être une mère célibataire, elle n'était pas isolée du tout, loin de là. Du côté de l'enfance et de l'adolescence, rien à signaler. Les enquêteurs ne s'attendaient d'ailleurs pas à déceler une information capitale en remontant aussi loin. Elle n'a jamais eu de problème avec ses parents, et ceux-ci l'ont toujours soutenue comme ils l'ont fait jusqu'à ces derniers instants. Jeune adulte, Odile finit par basculer dans le monde du travail en occupant un poste d'employé au secrétariat d'un hôpital du coin. Elle a 24 ans, ce sont les années festives, elle profite de la vie au maximum et il lui arrive de sortir fréquemment, y compris dans des clubs de nuit. C'est lors de l'une de ces soirées qu'elle va rencontrer une personne qui change le cours de sa vie, puisque Olivier Touche, un jeune homme de 24 ans, tape dans l'œil de la jeune femme qui succombe à son charme lors d'une sortie en boîte de nuit. C'est le coup de foudre, la romance s'entame, tout se passe bien au point que le mariage est désormais en ligne de mire. Olivier est une personne sans histoire, sa personnalité s'imbrique parfaitement avec celle de sa future épouse. Il travaille dur dans une usine, mais cela n'empêche pas le couple de profiter de moments privilégiés avec des vacances régulières pour oublier le quotidien. C'est donc tout logiquement que l'union du couple est définitivement scellée le 17 mars 2000 lors d'une cérémonie inoubliable pour les deux nouveaux époux. Ce bonheur sera rapidement décuplé dans les mois suivants puisque durant la célébration, Odile est déjà enceinte de leur petite fille Léana. Quand l'enfant vient au monde, la famille est heureuse. Odile décide de consacrer tout son temps à sa fille en quittant son emploi pour être proche de Léana durant ses premières années d'existence. Bien que l'intention soit tout à fait louable afin d'apporter le maximum d'attention à sa fille, cela a tout de même des répercussions sur les finances de la famille, puisque Olivier occupe un emploi dont le salaire reste relativement modeste. L'argent étant le nerf de la guerre, il est aussi source de disputes. La gestion de l'argent devient un véritable problème, une tumeur qui gangrène le couple, à tel point qu'Odile envisage de reprendre un emploi pour combler le déficit creusé par sa période de chômage. Simplement, à sa grande surprise, Olivier s'oppose à cette idée. Une réaction curieuse lorsque l'on connaît les difficultés financières auxquelles fait face le couple. En réalité, le mari se serait accommodé de la situation dans laquelle sa femme ne fréquente plus d'hommes sur son lieu de travail. Sorti un peu de nulle part, Olivier semble avoir développé une jalousie à l'égard des autres qui pourraient s'intéresser à sa femme. Naturellement, cela produit une fracture dans ce mariage, qui avait pourtant si bien commencé. Les problèmes d'argent, cumulés à la jalousie d'Olivier, effritent au gré des mois qui s'écoulent un amour qui paraissait solide pourtant. Bien qu'ils soient toujours mariés, il n'y a plus que leur état civil qui maintienne leur union. Dans la vie de tous les jours, il y a une véritable séparation, qui a même été expliquée à leur fille Léana pour qu'elle comprenne pourquoi elle ne verrait plus ses parents simultanément. Au bout de 5 années, finalement, l'inéluctable se produit et un divorce est officiellement prononcé. Cependant, ce n'est pas le point final de leur histoire. Ils restent parents, même si les sentiments amoureux se sont évaporés à présent, ils restent en bons termes. Ne plus être mariés apparaît avoir soulagé ces deux personnes d'un poids. Elles conservent une relation amicale et se soutiennent. Quand Olivier a perdu son emploi, il a connu des moments difficiles financièrement, et c'est Odile qui est venue lui prêter main forte pour le dépanner lorsqu'il en éprouvait le besoin. Son soutien est total, alors que son ex-époux est dans une mauvaise passe, au chômage, avec un moral plongeant vers les tréfonds, Odile est présente pour le soutenir. Il lui arrive même de laver le linge de ce dernier. En parallèle, la jeune femme se débrouille également pour reconstruire sa vie, qui ne peut être instable avec la garde de son enfant, en trouvant son travail d'agent de sécurité dans un centre commercial,
en revoyant ses amis qu'elle avait un peu mis de côté lors de son mariage et en reprenant goût à la vie tout simplement. Ces recherches dans le passé d'Odile n'aident absolument pas les enquêteurs. Certes, il y a un mariage qui a échoué. Cependant, malgré les disputes, il n'y a jamais eu de violence. Ces deux personnes sont en bons termes et élèvent un enfant. Du côté de la famille, des amis et des connaissances, il n'y a rien à signaler non plus. Odile étant agréable avec tout le monde, elle n'a pas d'ennemis. Qui pourrait donc se trouver derrière ce meurtre ? La police n'en a pour l'instant aucune idée, mais il se pourrait que le statut de l'enquête change prochainement. À ce stade, un jour après la découverte de la dépouille d'Odile, l'investigation pour avancer doit attendre les résultats des données téléphoniques réclamées auprès de l'opérateur de la jeune femme et de l'avis de recherche concernant le véhicule de cette dernière, diffusé en France ainsi qu'en Belgique. Le samedi 26 mai, en soirée, le téléphone du commissariat retentit. À l'autre bout du fil, c'est une femme nommée Sabrina qui affirme détenir des informations qu'elle qualifie d'importantes dans le cadre de l'enquête sur le meurtre d'Odile Touche. Elle explique qu'elle vient de recevoir un appel. C'est Olivier, l'ancien époux d'Odile, qui lui demande si elle a des nouvelles de son ex-femme, puisqu'il ne parvient pas à la joindre depuis plusieurs jours, laissant penser qu'il n'a pas été informé du décès de celle-ci. Ce qui surprend Sabrina n'est pas le contenu de l'appel, mais le fait qu'elle soit contactée directement par l'homme. C'est surprenant parce qu'elle ne connaît pas personnellement Olivier. Elle sait de qui il s'agit, bien entendu, mais n'a jamais réellement eu de contact avec lui, et surtout, ils n'ont jamais échangé leur numéro de téléphone. Alors pourquoi la contacte-t-il aujourd'hui, et spécialement à ce moment ? Et surtout, comment a-t-il obtenu ce numéro de téléphone ? C'est un comportement suffisamment étrange pour que la femme le signale aux autorités, qui elles aussi se questionnent sur le moyen par lequel Olivier s'est procuré le contact de Sabrina. Autrement dit, l'ex-époux d'Odile serait-il en possession du téléphone de celle-ci où il aurait récupéré le numéro de son ami ? Si c'était le cas, il aurait alors des explications à apporter aux policiers. D'ailleurs, à partir de ce moment-là, les enquêteurs considèrent Olivier comme un probable suspect, bien que pour le moment cela ne repose sur aucun fondement, mais pour en avoir le cœur net, il est appelé directement le soir même où l'information de Sabrina leur a été transmise. Puisqu'il apparaît qu'il ne soit pas au fait du décès de sa femme, cela ne lui est pas mentionné. Il lui est seulement exposé qu'un incident s'est produit impliquant Odile, et on le sollicite pour se rendre au commissariat afin que les détails soient portés à sa connaissance et qu'il fasse une déclaration également. C'est une sorte de premier test. Les policiers sondent l'homme quand il lui annonce la nouvelle au téléphone. Mais celui-ci n'a pas de comportement étrange. Il se contente d'accepter immédiatement et se rend au poste sur les coups de 22 heures. À son arrivée, pareil. Son attitude est observée avec finesse, mais une nouvelle fois, il semble que ce soit un homme perdu, ne comprenant pas les événements et inquiet du sort de sa femme après le mystérieux coup de téléphone des enquêteurs. Ces derniers ne passent pas par quatre chemins. Après avoir installé Olivier Touche dans une salle pour l'interroger, il lui dévoile aussitôt que la dépouille de sa femme a été découverte et qu'il pense qu'il s'agit d'un meurtre. Le comportement de l'homme n'est pas celui d'une personne qui aurait assassiné de façon barbare la mère de sa fille. Quand l'annonce lui est faite, il se fige comme s'il venait de prendre un véritable coup de massue sur la tête avant de pleurer à chaudes larmes devant des enquêteurs déstabilisés. Mais il reste une question en suspens néanmoins. Comment a-t-il obtenu le numéro de téléphone de Sabrina, l'amie de sa femme ? Olivier n'hésite à aucun moment pour délivrer sa réponse. Odile lui a confié une liste de numéros appartenant à des proches, familles, amis, dont celui de Sabrina dans le cas où il y aurait un souci avec Léana ou toute autre urgence. Avec du recul, c'est tout à fait logique. Odile étant une personne extrêmement précautionneuse et organisée, c'est tout à fait dans sa nature de confier de tels contacts afin de s'assurer que sa fille soit le moins impactée en cas de problème. Olivier étant son père, cela coule de source qu'il soit en possession de ces numéros. Puisqu'Olivier se trouve dans les locaux de la police, les enquêteurs le questionnent donc sur le soir du meurtre en lui demandant s'il est capable de détailler comment il était occupé ce jour. L'homme indique qu'il n'a rien fait. Il est resté chez lui parce qu'il ne se sentait pas bien, il était pris de migraine, alors il a regardé la télévision principalement. Il lui est possible de détailler les émissions qui sont passées, les heures auxquelles ces programmes ont été retransmis
et il affirme qu'il n'a pas bougé de son domicile situé à Douai. Olivier, ayant donné de lui-même des informations aussi précises, comme les heures et les noms des programmes, celles-ci sont aussitôt vérifiées, et elles sont toutes exactes. L'interrogatoire continue. Olivier parle alors de sa femme, et il indique que depuis leur séparation, elle prend du bon temps régulièrement avec les hommes, enchaînant les relations sans lendemain, comme si elle rattrapait du temps perdu lors des 5 dernières années de mariage avec lui. Il a le goût un peu amer quand il aborde ce sujet. Il précise même qu'il a offert un téléphone portable à Odile et qu'elle s'en sert pour se rendre régulièrement sur des sites de rencontres, et c'est là-bas, principalement, qu'elle ferait la connaissance des hommes avec qui elle passerait du temps et vivrait des aventures éphémères. C'est un témoignage qui change totalement la vision qu'ont les policiers de la personnalité d'Odile, qui avait été décrite comme une femme organisée, calme et dévouée envers sa fille. Et si effectivement elle prenait du bon temps avec des hommes presque inconnus, cela pourrait être une piste à suivre. Ce qui est loin d'être absurde, Odile ramenant Léana chez ses parents tous les soirs, il se pourrait donc qu'une rencontre avec un individu ait pu déraper, ce qui expliquerait aussi l'absence de traces d'effraction et de désordre dans la maison. C'est tout logiquement que le lendemain, les enquêteurs retournent sur les lieux du crime afin de récupérer l'ordinateur d'Odile. Ils ne sont pas en possession du téléphone, mais peut-être que des mails ou un historique de recherche pourraient aider à comprendre le comportement de cette femme. En fouillant dans l'ordinateur d'Odile, aucun site de rencontre n'apparaît dans les recherches, aucun email d'enregistrement à de tels sites, ou d'email échangé directement avec des hommes. Mais il y a bien quelque chose dans l'ordinateur. Des photos d'Odile posant nue, seulement ces clichés sont curieux parce qu'à l'évidence ce sont des montages. Le visage de la jeune femme a été ajouté sur le corps d'une autre. Et là, c'est l'incompréhension la plus totale. Tout le monde est perdu. Pourquoi y a-t-il ce genre d'image dans cet ordinateur ? Pour essayer de comprendre, l'appareil est transmis à un expert en informatique, chargé d'analyser le moindre fichier contenu dans cet ordinateur. Cet expert se met immédiatement à l'œuvre, et ce qu'il découvre, absolument personne ne pouvait s'y attendre. L'informaticien parcourt tous les fichiers, mais ne découvre rien de spécial. En revanche, il met la main sur un dossier caché dans l'ordinateur, et celui-ci révèle à nouveau des photos montrant Odile totalement nue. Sauf que dans ce cas, il s'agit réellement de la jeune femme, et non d'un montage réalisé à la va-vite comme les clichés précédents. Il apparaît que la femme se trouvait la plupart du temps dans sa salle de bain ou sa douche. Les photos sont souvent prises du même endroit en contre-plongée, comme si un appareil avait été placé à des endroits bien précis pour observer Odile lors de ses moments intimes. Ces clichés sont au nombre de 60. Ils semblent volés parce qu'il est possible d'observer une grille devant les images comme si la caméra avait été placée discrètement à l'insu d'Odile. Mais si cela avait été le cas, pourquoi ces images se trouvent-elles dans son propre ordinateur ? Pour l'instant, les policiers n'ont pas la réponse. Ils doivent se concentrer sur un autre élément découvert toujours dans l'ordinateur de la victime. Il est autant, voire plus intéressant que les clichés parce qu'il s'agit d'un journal intime qu'Odile tient depuis plusieurs années. Et cela va peut-être permettre de verser un peu de contexte dans toute cette histoire qui s'effiloche au gré des découvertes. Ce journal intime raconte le quotidien d'Odile, y compris lorsqu'elle était mariée avec Olivier. Il y a des passages sur leur sortie, sur Léana, leur fille, mais surtout sur le comportement de l'époux qui y est détaillé. C'est une nouvelle perspective du couple qui est mise en lumière. D'après les lignes rédigées par Odile, son époux était colérique, jaloux, violent et il exerçait un harcèlement continu sur la jeune femme. Il n'hésitait pas à être dégradant avec elle dans les conversations qu'ils avaient. Le couple idéal, comme il avait été peint par les proches, ne l'était pas du tout. Odile vivait un véritable calvaire durant les 5 ans d'union avec Olivier. À plusieurs reprises, il est détaillé qu'Odile n'était pas consentante pour certains rapports sexuels. Il est même arrivé un jour où Olivier s'apprêtait à commettre un viol, mais la jeune femme a crié pour alerter sa fille, ce qui a entravé les plans écœurants de son époux. Elle en paye le prix avec une violente gifle qu'elle dit avoir sentie durant 30 minutes. Odile indique dans son journal qu'elle n'agit pas à son encontre parce qu'elle suppose qu'il finira par comprendre que le comportement qu'il adopte n'est pas adéquat pour une vie de couple. Harceler son conjoint, forcer des relations sexuelles, battre sa femme devrait lui faire prendre conscience qu'il outrepasse les limites.
Ce n'est pas ce qu'il se passe. Le harcèlement se poursuit. Olivier est peint comme un véritable monstre au sein d'une relation qui n'a plus d'amour du tout, mais le contrôle d'un être sur un autre, tant sur le plan psychologique que physique. Ces pages dévoilent un tout nouvel univers que les policiers n'auraient jamais soupçonné après avoir recueilli les témoignages des proches d'Odile et celui d'Olivier, qui a décrit une toute autre vérité. Effectivement, en se basant sur le journal intime de la victime, c'est accablant pour Olivier. Seulement, cela ne prouve rien, et qu'est-ce qui aurait poussé cet homme à tuer la mère de sa fille ? D'autant plus que tout semblait s'être calmé depuis leur séparation. Alors il faut découvrir un lien direct avec le meurtre, autrement ce ne seront que des suppositions infondées. Ni le véhicule, ni le téléphone d'Odile n'ont été retrouvés pour le moment. Alors puisqu'Olivier est entré dans le collimateur des enquêteurs, c'est la géolocalisation de son téléphone qui est analysée. Il a annoncé n'avoir pas bougé de chez lui à cause de maux de tête, donc en toute logique, son mobile n'aurait pas dû se déplacer. Quelques jours s'écoulent quand l'opérateur chez qui Olivier a souscrit un abonnement revient vers les autorités avec les données réclamées. La version de l'homme ne colle pas avec la géolocalisation de son portable, qui a activé des antennes relais se trouvant à Rovarandin, à plus de 7 km de Douai, là où il réside. C'est un mensonge qu'a servi Olivier Touche aux policiers. Il devient donc de plus en plus suspect dans cette affaire, parce qu'à présent il est impossible de faire confiance aux propos qu'il avance. Et surtout, son téléphone montre que le soir du meurtre, il se situait à proximité du domicile de son ex-femme. Les enquêteurs tiennent là suffisamment d'éléments pour mener un ultime interrogatoire en vue de faire avouer le meurtre à Olivier. Celui-ci est convoqué au poste de police. Il se présente et c'est une confrontation qui débute. Les policiers exercent une pression immédiate sur le suspect. Ils lui parlent du journal intime, puis des photos retrouvées dans l'ordinateur, et enfin de la géolocalisation du téléphone d'Olivier. L'homme est dans les cordes. Il n'a rien pour justifier sa présence à proximité de Rovarandin le soir du meurtre de sa femme. Les jeux sont faits, et il avoue être l'auteur du crime. Il finit par détailler la tragique soirée. En pleine soirée, il décide de prendre la route du domicile de son ex-femme. Il arrive sur les lieux à environ 1h du matin. Il s'introduit dans la maison par une fenêtre, mais ne va pas à l'encontre d'Odile. Il a une attitude plus surprenante. Il se dirige vers les combles pour attendre. Dans le grenier, il perce des trous afin d'être en capacité d'observer tout ce qu'il se passe dans la maison. Il regarde tout en se faisant discret. Odile n'a aucune idée qu'elle est épiée dans la partie la plus intime de sa vie. Elle est observée en train de dormir, de se doucher, de manger. Bref, c'est son quotidien qui défile sous les yeux d'Olivier. Il reste cloîtré dans les combles 18 heures durant et tiendra avec de l'eau et des gâteaux qu'il avait apportés. Le jeudi 24 mai, comme chaque soir, Odile dépose Léana chez ses parents avant de revenir chez elle pour prendre une douche. C'est le moment que choisit Olivier pour descendre du grenier et se présenter devant Odile. Cette dernière vient de sortir de la douche. Une discussion débute, Olivier serait venu pour demander de l'argent à son ex-femme. Mais la conversation se serait envenimée. D'après les aveux de l'homme, Odile aurait été irrespectueuse en lui disant qu'il ne savait pas gérer son argent et qu'il finirait sous les ponts, ce qui le conduirait à ne plus jamais revoir sa fille. C'est alors que l'homme aurait vu rouge, tout en sortant de ses gonds. Il aurait saisi Odile, qu'il aurait ensuite violemment frappée avant de l'étrangler jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Les policiers disent qu'ils sont informés qu'il n'a pas seulement utilisé ses mains pour l'étrangler. Et Olivier confirme. Froidement, il indique qu'après l'avoir étranglée une première fois, il aurait décidé de l'achever en allant dans le garage récupérer une cordelette qui aurait servi au deuxième étranglement. S'agissant de l'acte sexuel, l'homme clame que puisque Odile était son épouse et que par la suite elle a accepté de donner son corps à d'autres hommes, il était en droit d'avoir un rapport sexuel avec elle, quand bien même elle serait déjà morte. L'homme ajoute qu'il n'a aucune idée de la raison qui l'a poussé à commettre un tel acte. D'après lui, il ne se contrôlait plus, il n'était plus lui-même, il exclut toute préméditation. Seulement, comment explique-t-il alors les gâteaux, l'eau, les trous dans le grenier et les 18 heures passées là-haut à observer sa femme? Il n'apporte pas de réponse. En revanche, il explique qu'après le meurtre, il ne voulait pas se faire arrêter. Alors il a d'abord pris une douche, puis a enlevé toutes les serviettes présentes dans la salle de bain pour les placer dans un sac poubelle. Il a nettoyé la maison de fond en comble.
Pour détourner la police du véritable tueur, il emmène le téléphone portable d'Odile, son sac à main ainsi que sa voiture, sachant que les enquêteurs penseraient immédiatement à un cambrioleur peut-être violent. Lors du viol de son ex-femme, Olivier aurait pris soin d'utiliser un préservatif, ce qui explique l'absence d'ADN sur le corps de la victime. Il s'en est ensuite débarrassé dans une poubelle située dans une autre ville. Enfin, il se débarrasse de la voiture d'Odile sur un parking à Douai. Les aveux font froid dans le dos. Olivier Touche a commis un acte sordide basé sur une obsession totale à l'égard de son ancienne femme. Et aujourd'hui, cela le conduit à devoir se présenter devant la justice. Le 26 mai 2009 débute le procès en cour d'assises d'Olivier Touche. Et malgré les aveux, il reste une question importante, celle de la préméditation, parce que si elle est retenue, la peine encourue sera beaucoup plus lourde. Durant le procès, il est prouvé qu'Odile ne voyait pas d'homme, en tout cas pas comme Olivier Touche l'avait décrit. C'était une femme qui, avant tout, faisait passer le bonheur de sa fille en premier. Elle n'était pas inscrite non plus sur des sites de rencontres et n'avait jamais trompé son mari. C'est ainsi que le jury populaire rend finalement son verdict. La préméditation est retenue à l'encontre d'Olivier Touche, ce qui signifie que la peine encourue sera basée sur la qualification d'assassinat. Et ce sont 25 ans de réclusion criminelle qui sont prononcés par le juge. Léana, encore enfant, n'apprendra que plus tard la triste vérité et comment elle a perdu une mère aimante, prête à tout pour elle. Une véritable tragédie qui n'aurait jamais dû se produire, mais démontre les emprises malsaines qui peuvent se développer au sein d'un couple et qu'il faut les fuir à tout prix. Voici pour cette histoire, si vous avez apprécié que je vous la raconte, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Vous pouvez me rejoindre sur mes réseaux sociaux indiqués en description. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Bye.